Pendant près de 4 jours, on a discuté d'un projet de loi auquel j'ai donné beaucoup de temps, auquel j'attache beaucoup d'importance, parce que c'est la continuité du fait que je suis cheminot, c'est la continuité aussi de mon travail parlementaire entre les différentes propositions de loi que j'ai déposées, par exemple une TVA à 5,5 pour les billets de train. C'est aussi la continuité de ma mission d'information que j'ai menée pendant près de 6 mois sur la question du désenclavement des territoires, du rôle du ferroviaire dans le désenclavement des territoires. Et évidemment, j'ai tenu à suivre ces débats de très près, à déposer plus d'une centaine d'amendements et surtout à échanger sur le fond, parce qu'aujourd'hui, en effet, il y a un énorme problème au niveau ferroviaire, mais au niveau des mobilités plus largement, avec notamment, vous l'avez toutes et tous vécu au moins une fois dans votre vie, des prix des billets extrêmement élevés, des petites lignes qui ferment, qui se dégradent, des gares qui disparaissent, bref, un réseau qui devient de plus en plus complexe. Voilà, c'est tous ces sujets-là qu'on espérait aborder dans ce projet de loi cadre, et finalement on s'est retrouvé avec une loi cadre qui n'abordait pas les vrais sujets. Par exemple, la question du vieillissement des infrastructures, qui est aujourd'hui une alerte rouge, qui est aujourd'hui mise en lumière par un manque d'investissement depuis plus de 30 ans. Donc on espérait vraiment pouvoir aborder ces sujets-là, on espérait pouvoir les régler. Et puis finalement, on s'est retrouvé avec une loi cadre qui ne ressemblait pas à grand-chose, ou en tout cas qui était absolument creuse, parce qu'on nous explique finalement que, on verra plus tard, qu'on aura peut-être un jour une loi de programmation, ce qui est une anomalie européenne, puisque évidemment, quand on gère des infrastructures, on a besoin d'avoir une vision à long terme. Aujourd'hui, on voit les choses quasiment au jour le jour. On n'a pas de visibilité sur le long terme, ce qui ne permet pas d'investir, ce qui ne permet pas de régénérer, de moderniser, de créer aussi. Et donc on voit bien que cette loi cadre était censée être là pour ça, et finalement ne répond pas du tout à ça. Alors, son contenu, il est assez simple en réalité. C'est que la loi de programmation ne verra sans doute jamais le jour. D'ailleurs, on ne sait même pas si déjà un jour cette loi cadre sera inscrite à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale. Et puis, ça n'aura échappé à personne qu'il y a des élections qui arriveront en 2027. Donc, on a bien compris que cette loi de programmation était vraiment plus qu'en suspens. Et puis surtout, en réalité, 99% des textes, des articles qui sont dans cette proposition de loi visent à une seule chose, c'est de faciliter encore plus l'ouverture à la concurrence. C'est que l'ouverture à la concurrence soit une réussite au détriment de l'entreprise publique. Ça ne fonctionne pas, ça ne marchera jamais, et bien pour autant, on va tout mettre en œuvre, on va tout mettre en place pour que le privé puisse faire sa place, puisse faire de la rentabilité, et évidemment cela va se faire au détriment du service public. Parce qu'une entreprise privée, son objectif, c'est pas de désenclaver les territoires, c'est pas de faire en sorte que les petites gares soient ouvertes, c'est pas de faire en sorte d'avoir des petits prix, c'est quoi? C'est de faire de la rentabilité. Voilà pourquoi ça ne fonctionnera jamais, et voilà pourquoi la question de l'ouverture à la concurrence, il est dommageable, il est détestable que l'on n'ait pas pu justement aborder ce sujet-là dans le projet de loi cadre, parce que si l'on n'avait pas ouvert à la concurrence, 99% de ce texte n'existerait pas. Le seul problème qu'il y a aujourd'hui, si c'était un service public, c'est la question d'avoir un État stratège et d'avoir un financement pérenne et à hauteur des besoins et des nécessités. C'est que ça. Sauf que là, on a complètement complexifié les choses avec l'ouverture à la concurrence. Et en plus de ça, vu que ça ne marche pas, on est encore en train d'enfoncer le clou, on est encore en train d'exploser l'entreprise historique. Tout ça pour que Trenitalia, Renfe, Velvet, bref, toutes ces entreprises-là puissent faire de la rentabilité, puissent faire du fric et puis surtout casser l'entreprise publique parce que ces gens détestent le service public. Et ce projet de loi cadre qui était finalement très attendu, on voit qu'il a été pris très à la légère de la part du ministre qui n'est même pas venu une seule fois pour défendre ses articles, pour défendre des amendements. Il n'a pas du tout été présent. Et puis également par la rapporteure, où pourtant j'ai fait une mission d'information avec elle et j'aurais espéré qu'elle prenne conscience de l'état de notre réseau ferroviaire, de l'état catastrophique dans lequel nous sommes. Eh bien non. On a fait des auditions à l'arrache, de manière très rapide. On ne pouvait pas parler des sujets de fond parce que on verra tout plus tard, une autre programmation, etc., etc. Finalement, ça a été pris vraiment à l'arrache, pour pas dire autre chose. Beaucoup de déceptions aussi au niveau de la rapporteure, Olga Givernet, qui est une ancienne ministre et qui finalement était le SAV du ministre, qui bien souvent soit nous expliquait que on n'avait pas compris, voilà, donc elle voyait pas pourquoi on avait posé ces amendements-là, ou alors nous expliquer que ce serait vu à plus tard, que fallait pas alourdir la loi, que fallait aller vite. Bref, c'est pas comme ça qu'on doit aborder ces sujets fondamentaux dans la mobilité, c'est pas comme ça qu'on doit aborder des sujets aussi importants que les transports, où aujourd'hui on a quand même des milliers de personnes, des millions de personnes même qui les utilisent et qui les subissent au quotidien parce qu'on a des rames vieillissantes, parce qu'il n'y a pas eu d'état stratège depuis plus de 30 ans, parce qu'il n'y a pas eu les investissements nécessaires. Bref, arrêtons de faire n'importe quoi. Il ne faut pas bâcler ce projet de loi cadre. Au contraire, il faut qu'on ait un débat de fond, sincère et juste.
Et donc vous l'avez compris, ce texte ne nous satisfaisait pas, ne nous satisfait toujours pas d'ailleurs. Donc on l'a travaillé, on l'a étudié en long, en large, en travers, chaque virgule, chaque point, afin d'avoir les meilleures décisions de vote. Mon cabinet m'a extrêmement aidé sur ces sujets-là. On a déposé plus d'une centaine d'amendements. Il y avait près de 700 amendements, donc il a fallu tous les étudier un par un, afin de savoir si ça dégradait ce projet de loi cadre ou si ça l'améliorait. Et puis surtout, est-ce que ça correspondait aussi à nos attentes, aux attentes des usagers, aux attentes des cheminots, aux attentes des acteurs du ferroviaire, aux acteurs de la mobilité. Et donc ça a été un travail extrêmement précis, ça a été un travail extrêmement long, d'autant plus que je suis chef de file sur ce texte. Et donc en étant chef de file, il y a une responsabilité encore plus grande, puisque c'est à nous de donner bien les positions de vote, de faire les défenses d'amendements et de faire en sorte de faire adopter nos amendements et de faire rejeter ceux de nos opposants. Donc ça a été un gros travail, ça nous a pris des jours et des jours, mais ça a été un travail très utile, ça a été un travail de fond, ça a été un travail qui a pu être mis en lumière lors de cette commission du développement durable, parce que du coup il y a eu des grands débats, il y a eu des grandes discussions, notamment sur les articles les plus problématiques. Et dans ces articles problématiques, il y en a en réalité plusieurs qui posaient problème à des niveaux différents, notamment l'article 1, puisque c'est là où finalement avait été le cœur de cette proposition de loi, à savoir le financement. Le financement du ferroviaire, le financement du réseau routier, le financement du fret ferroviaire, le financement du fluvial. Et on n'a pas compris, parce que systématiquement, lorsqu'on abordait les montants connus de toutes et tous, reconnus par toutes et tous, eh bien on nous expliquait qu'on allait voir ça dans une loi de programmation, qui arrivera plus tard, et qu'en gros, il ne fallait pas les aborder. C'est complètement incongru, c'est complètement anormal, parce que cette loi de programmation, d'une part, n'arrivera sans doute jamais, mais en plus de ça, c'est maintenant qu'on a besoin de financement. C'est pas dans plusieurs années, c'est pas lorsque il y aura la fin des concessions autoroutières, par exemple. C'est pas lorsque l'on aura je ne sais quoi, c'est maintenant qu'on en avait besoin. Et donc on ne comprend pas pourquoi tout ça a été rejeté. En plus de ça, sur tous les sujets de fond, les montants bien évidemment, mais aussi la question des concessions autoroutières, la question du fléchage des taxes qui ont été mises en place pour les mobilités durables. Et sur cet article 1, justement, il y a un amendement que j'ai déposé et qui a provoqué énormément de débats, parce que je voulais faire en sorte que dans cette proposition de loi cadre, nous mettions des planchers d'investissement. C'est-à-dire que nous mettions noir sur blanc les sommes minimales qu'il fallait, nécessaires pour la régénération et la modernisation du réseau ferroviaire, du réseau routier, mais aussi du fret ferroviaire. Et bizarrement, après plusieurs dizaines de minutes de débat, la Macronie, certains du Parti socialiste, la droite, a refusé d'inscrire ça dans cette loi cadre. Et on sait pourquoi. C'est parce que jamais ils n'assumeront de voter la loi de programmation avec les investissements nécessaires. On a bien compris qu'ils repoussaient finalement l'échéance et qu'ils feraient en sorte que finalement, d'une part, cette loi cadre soit complètement vide et que la loi de programmation n'arrive jamais. On a aussi un problème avec l'article 2 qui impose une règle d'or à SNCF Réseau. Alors une règle d'or, c'est quoi? C'est qu'en gros, elle doit limiter son déficit, elle doit limiter sa dette, son emprunt. Ce qui pose énormément de problèmes parce qu'aujourd'hui, on a un besoin de modernisation, on a un besoin de régénération, on a un besoin d'adaptation au changement climatique. Comment on peut réussir tout ça alors que dans le même temps, on demande à SNCF Réseau de ne pas emprunter, de ne pas créer de dette. Ça n'existe pas, ce n'est pas possible. Et donc, pour contourner cette règle d'or, qu'est-ce qu'ils veulent faire? Ils veulent faire appel au privé, les bienfaiteurs du privé. Tout le monde les connaît bien, ces grands groupes, ces grandes banques qui vont prêter de l'argent gratuitement. Ça n'existe pas. Une fois de plus, non seulement on va casser le service public, on va casser le public, on va casser SNCF Réseau, mais en plus de ça, on va faire rentrer des investisseurs privés qui, eux, vont chercher un taux de rentabilité bien plus élevé que SNCF Réseau. Donc, au bout du bout, ça va nous coûter plus cher. Et qui c'est qui va payer? C'est nous, à travers notamment le prix du billet. Ensuite, il y avait l'article 6. Alors l'article 6, c'est un scandale sanitaire. C'est-à-dire qu'on a des rames qui datent d'il y a 40 ans, qui sont amiantées. Tout le monde le sait, tout le monde est au courant. Et il y a une directive européenne qui empêche de transférer le matériel amianté à des entreprises privées. Et tout simplement, pourquoi ce transfert est interdit? Tout simplement parce que la SNCF, entreprise historique, sait gérer ces rames amiantées, sait former, sait donner les moyens de gérer cette amiante. Alors évidemment qu'on préférerait que ces rames soient désamiantées, bien évidemment qu'on préférerait avoir du matériel neuf, du matériel récent, mais ça n'aura échappé à personne que non seulement il va falloir mettre l'argent sur la table, mais en plus de ça, avant que ça arrive, ça va prendre un petit peu de temps. Donc il faut bien gérer ce matériel amianté. Et donc, plutôt que d'appliquer la directive européenne, qui est de ne pas transférer ce matériel aux entreprises privées, les macronistes, le gouvernement et la droite ont essayé de contourner cette directive en mettant dans cette loi le fait de pouvoir transférer ce matériel amianté aux entreprises privées. Alors, c'est un véritable scandale,
Et une nouvelle fois, ça met en lumière quoi? Eh bien qu'en réalité, c'est ouverture à la concurrence, et encore ouverture à la concurrence. Parce que s'il n'y avait pas d'ouverture à la concurrence, eh ben, il n'y avait pas besoin de mettre ça. Parce qu'aujourd'hui, si demain Transdev, par exemple, Cap RATP, remporte l'appel d'offres de telle région, de telle étoile, eh bien qu'est-ce qui va se passer? Ben, ils arrivent, ben, ils n'ont pas de matériel, donc ils ne peuvent pas le faire, et donc ils ne peuvent pas ouvrir à la concurrence. Voilà une nouvelle fois le fond de cet article. Par contre, la santé des usagers, la santé des travailleurs, la santé de tous ceux qui sont au contact de l'amiante, alors là, tout le monde s'en fout, personne n'en parle, et on balaye ça d'un revers de la main. Moi, j'aurais préféré, par exemple, qu'on mette un fonds en place pour justement désamianter ces rames-là. Et après, pourquoi pas, si le privé, ils veulent continuer dans l'ouverture à la concurrence, ils veulent forcer la main, eh bien qu'ils récupèrent ces rames-là. Mais la première des choses, c'est de désamianter ces rames. C'est pas de les donner au privé pour qu'ils puissent faire rouler des trains. Enfin, c'est absolument scandaleux. Et puis ensuite, on a l'article 9. Alors l'article 9, il traite de quoi? De la billettique. Aujourd'hui, il y a un problème avec l'ouverture à la concurrence, c'est que chaque société, chaque entreprise a sa propre billettique, a sa propre offre tarifaire, et finalement, plus personne ne s'y retrouve. Bah oui, mais bon, il fallait peut-être y penser au moment où on a ouvert à la concurrence. Avant, une seule entreprise, une seule billettique, c'était bien plus simple. On avait prévenu, personne n'a voulu nous croire, ils ont forcé la main, voilà le résultat aujourd'hui. Et donc, plutôt que de se dire, bon, il y a un problème de billettique, arrêtons d'ouvrir encore plus à la concurrence, arrêtons de faire rentrer je ne sais combien d'opérateurs privés sur notre réseau, revenons à un État stratège et une entreprise unique. Eh ben non. Eh ben non, ils ont trouvé la solution encore, nos libéraux. C'est quoi? C'est de mettre SNCF Connect, une application développée, payée par la SNCF, plus de 200 millions d'euros quand même ont été mis sur la table, à disposition gratuite des entreprises privées pour qu'ils puissent vendre leurs trains, pour qu'ils puissent remplir leurs trains. Et pourquoi les sociétés privées ont besoin de ça? Parce qu'aujourd'hui, elles n'arrivent pas à remplir le train. Elles n'ont aucune visibilité sur le marché. Et donc, plutôt que de faire de la pub, de se mettre en valeur, de faire en sorte, en fait, comme n'importe quelle entreprise, de se mettre en valeur, eh ben non. Elle va squatter la petite application du copain, faire son petit coucou de base là, hein, elle arrive, paf, je me pose, je prends, mais ça va avoir des graves conséquences. Parce que oui, peut-être que du côté usager, on peut se dire, ah bah au moins ce sera plus simple, j'aurai toutes les offres sous le nez et j'aurai plus qu'à choisir celle qui m'intéresse le plus. Mais il va y avoir des grosses conséquences quand même. Parce que non seulement ça va faire perdre de l'argent à la SNCF, mais en plus de ça, quand on demande à la SNCF d'avoir de la rentabilité, et d'avoir une rentabilité à hauteur de plus de 2 milliards d'euros par an. Il faut se rendre compte quand même de ce qu'on demande à la SNCF. 2 milliards, c'est plus que la plupart des entreprises du CAC 40. Voilà. Donc comment, d'un côté, on va faire perdre de l'argent à la SNCF parce qu'il y aura moins de monde dans ces trains et qu'ils vont préférer prendre le privé, parce que ce sera moins cher, puisqu'ils n'ont pas d'objectif de rentabilité à atteindre à hauteur de 2 milliards, et dans le même temps, obliger la SNCF à avoir 2 milliards de rentabilité, du coup d'avoir des prix élevés pour atteindre ces 2 milliards, et croire que bon, ça va s'équilibrer, que la main du marché va faire son travail, que ça va se réguler, etc., etc. Ça n'existe pas. Et de nous faire croire que les entreprises privées ne vont pas piquer des parts de marché à la SNCF parce que, soi-disant, il y aurait tant de monde qui resterait à quai et qui ne pourrait pas prendre le train, c'est complètement faux. Toutes les études le montrent qu'ils prennent des parts de marché à la SNCF. Et au-delà de se dire que la SNCF, du coup, sera toujours plus chère finalement que le privé parce qu'on lui demande de la rentabilité, il y a un autre problème. Il y a un énorme problème que, en tant que cheminot, et en tout cas tous les amoureux du ferroviaire connaissent, ce qu'on appelle la péréquation tarifaire. Alors la péréquation tarifaire, qu'est-ce que c'est que ce nom-là? La péréquation tarifaire, c'est en réalité un équilibre qui permet aux lignes les plus rentables de financer les lignes les moins rentables. C'est ce qui permet d'équilibrer les choses. En gros, vous faites du bénéfice, là vous faites du déficit, on se rejoint, on est à l'équilibre. Demain, toutes les entreprises privées, elles vont aller où? Elles ne vont pas aller là où il y a du déficit, elles vont aller là où il y a du bénéfice à faire. Et elles vont prendre des parts du marché. Et donc les bénéfices de la SNCF, ils vont baisser. Sauf que dans le même temps, on va lui demander 2 milliards. Donc qu'est-ce qui va se passer? C'est que les lignes déficitaires, les petites lignes de desserte fine du territoire, les petites gares, les arrêts intermédiaires, par exemple sur Paris-Lyon, on a par exemple le Creusot, et bien toutes ces petites gares, elles vont disparaître au fur et à mesure. Parce que, une nouvelle fois, on aura fait la part belle à la concurrence, on aura fait croire aux gens qu'il y aura plus de trains, qu'il y aura plus d'offres, mais au final, l'offre aux voyageurs, elle va s'amaigrir, elle va être réduite à finalement ce qui permet de faire de la rentabilité. Donc on voit bien là qu'on est face à un énorme problème et que le fait de donner le droit aux entreprises privées et qu'on oblige SNCF Connect à vendre des billets des concurrents, c'est une gabegie, c'est une folie et c'est vraiment mal connaître finalement le fonctionnement du réseau ferré. Et une dernière chose, pour simplifier un peu les choses, quand vous allez chez Peugeot, vous n'allez pas chez une Renault. Bon ben voilà, c'est simple. Alors pourquoi quand vous allez sur SNCF Connect, vous pouvez acheter un billet Trenitalia? C'est pas normal. Donc on voit bien que derrière les jolis termes, vous savez, la concurrence libre et non faussée, en réalité elle est complètement faussée et elle est surtout pas libre. Et puis surtout, en réalité, qui c'est qui va en payer les pots cassés de tout ça?
Parce qu'on parle beaucoup du TGV. Mais la réalité, c'est qu'aujourd'hui, 99% des trajets qui sont faits sont des trajets du quotidien, soit pour aller voir sa famille, soit pour aller au travail. Et donc on se rend compte que ceux qui vont en payer les pots cassés, en premier lieu, ça va être ceux qui l'utilisent au quotidien. Ça ne va pas être ceux qui l'utilisent de temps en temps pour partir en vacances ou pour aller faire un séminaire. Non, non, c'est ceux du quotidien qui vont le subir de plein fouet, alors que c'est déjà eux aujourd'hui qui en subissent les frais. Et enfin, il y a 2 articles encore qui nous posaient extrêmement de problème et sur lesquels on a été extrêmement vigilants. C'est l'article 12 qui obligeait l'indexation des billets sur l'inflation. Autrement dit, vous avez une inflation de 3%, votre billet prendra automatiquement 3%. Alors déjà, quand on parle de report sur les mobilités durables, de report sur les transports en commun, alors que dans le même temps, on va augmenter au prix de l'inflation, déjà, en termes d'attrait, il y a un problème. Et puis deuxièmement, le problème majeur, c'est que jamais nos salaires n'augmentent à hauteur de l'inflation. Ça n'existe pas. Je pense que vous l'avez toutes et tous vécu. On a toujours perdu du pouvoir d'achat quand il y a eu de l'inflation. Et bien là, ça va encore aggraver les choses. Et pour nous, c'est inadmissible. Et si jamais il y en a qui vous diraient « mais si, les salaires ils suivent l'inflation, etc. » Bah, bizarrement, quand nous on a déposé un texte de loi pour faire en sorte que les salaires soient indexés sur l'inflation, bah, bizarrement là il y a eu un refus catégorique de la Macronie et du gouvernement. Et là, c'est les mêmes qui veulent indexer les prix des billets sur l'inflation. Donc on voit bien que c'est une hypocrisie sans nom. Et enfin l'article 18 qui était là aussi très important puisqu'il parlait de verdissement des flottes routières. Et nous c'était l'occasion aussi de parler du report modal de la route sur le ferroviaire, parce que le fret ferroviaire aujourd'hui est en souffrance extrême, ça ne fonctionne pas, ça ne marche pas. Et pourquoi? Parce que là aussi on l'a cassé. Alors on l'a ouvert à la concurrence bien avant le service voyageur, 10 ans avant, et malheureusement on en voit les conséquences, c'est qu'on n'a jamais aussi peu transporté de marchandises sur le fret ferroviaire par rapport au fret routier. Et pourquoi? Tout simplement parce qu'on a fait en sorte que ça ne fonctionne pas, parce qu'aujourd'hui le fret routier ne paye pas son vrai coût, parce qu'on a décidé de ne pas aider le fret ferroviaire. Et donc nous on voulait justement faire en sorte qu'à minima on arrive au doublement de la part modale du fret ferroviaire, qu'on arrive à minima à la moyenne européenne, ça serait quand même pas déconnant, et puis voire même faire mieux, parce que c'est quand même un des objectifs et c'est surtout une des solutions au désengorgement des routes et à la lutte contre le réchauffement climatique. Donc on voit bien là aussi à travers cet article 18 que finalement tout est fait pour que on continue sur le routier. Alors bien sûr, on va fixer quelques objectifs, on va fixer quelques contraintes en termes de verdissement de flotte, notamment des camions pour qu'ils soient un peu plus électriques, un peu plus hydrogène. Mais c'est pas ça la solution. Une fois de plus, c'est une réflexion à très court terme. Et une fois de plus, il n'y a absolument aucune ambition à long terme, il n'y a aucune vision d'avenir. Et il faut arrêter avec ça. Il faut relancer le fret ferroviaire. On a besoin de fret ferroviaire. Et vous l'aurez compris, la question des mobilités durables, du ferroviaire, c'est extrêmement important dans notre société, sur le plan économique, sur le plan écologique, sur le plan social. Et j'avoue avoir été assez surpris, assez déçu de la part de ce qu'on pouvait encore appeler il y a quelque temps des partenaires de gauche. Voilà, parce que finalement on s'est rendu compte qu'on ne portait pas vraiment la même vision politique, qu'on ne partageait pas grand-chose sur la question de la lutte contre l'ouverture à la concurrence, que l'on était prêt à, que certains en tout cas étaient prêts à repousser à plus tard un investissement qui est nécessaire maintenant pour éviter les fermetures de petites lignes, pour éviter la dégradation du réseau, pour éviter aussi des prix de billets de train qui sont extrêmement élevés et qui finalement font du tri social. Parce qu'il y a certaines personnes qui n'ont pas d'autre choix finalement que de reporter leur voyage sur la voiture individuelle, alors que nous on aimerait, et ils aimeraient, prendre le train, avoir un confort de voyage, avoir un confort de trajet. Bref. Et nous n'arrivons pas à comprendre comment, quand on se dit écologiste, quand on se dit socialiste, on peut accepter que partout dans nos services publics, de casser nos services publics et de mettre en place de la concurrence avec nos services publics. C'est incompréhensible ces positions-là. La concurrence, on l'a vu dans l'énergie, on l'a vu dans le gaz, on l'a vu, bref, partout où ça a été mis en place, ça ne fonctionne pas. Et au bout du bout, on paye toujours plus cher pour une qualité de service qui n'est pas au rendez-vous. Comment demain espérer au niveau ferroviaire, qui est un monopole naturel, espérer que la concurrence vienne régler ces problèmes d'investissement, ces problèmes de qualité de service, ces problèmes de billets trop chers. C'est impossible, ça ne marchera pas et en réalité on est en train d'aggraver les choses. Bien évidemment qu'avant l'ouverture à la concurrence, il y avait cette question de desserte fine du territoire et ces fermetures de gares. Mais pourquoi
parce qu'on a considéré nos services publics comme des entreprises privées qui devaient faire de la rentabilité. Et c'est ça le cœur du sujet, c'est ça le cœur du problème. Arrêtons de prendre nos services publics pour des entreprises comme les autres. Prenons nos services publics comme des entreprises qui doivent être au service des usagers, au service de la transition écologique. C'est comme ça qu'on fera changer les choses, c'est comme ça qu'on arrivera à un résultat. Arrêtons de tout casser, arrêtons de croire que le privé fera mieux que le service public, arrêtons de croire qu'il va régler absolument tous les problèmes que nous connaissons. Ce n'est pas vrai, en réalité, c'est un aggravateur. Ça se dit ça? Ça aggrave. En réalité, ouais. En réalité, ça aggrave les choses. Et on le voit, on l'a vu dans le fret ferroviaire. On a ouvert 10 ans avant le voyageur et aujourd'hui, jamais on a aussi peu transporté de marchandises sur le rail. Arrêtons cette fuite en avant, arrêtons de casser nos services publics. Soyons fiers de nos services publics, soyons fiers de ces fleurons industriels, de ces entreprises qui ont fait la fierté française et arrêtons de croire que justement ce privé, cette concurrence, eh bien, elle résoudra aujourd'hui tous les problèmes que l'on vit au quotidien. Et plus que jamais, ça a permis de mettre en lumière une chose que nous on a compris depuis bien longtemps et que malheureusement les autres n'ont toujours pas compris, c'est la question d'avoir une vision à long terme et à très long terme. Parce qu'on le voit, lorsqu'on fait des investissements, par exemple dans la modernisation ou la régénération du réseau, ça prend plusieurs dizaines d'années. Quand on fait le choix de renouveler du matériel, entre le moment où vous passez la commande et le moment où le matériel est arrivé, il se passe 7, 8, 10 ans. Donc on voit bien qu'on a besoin d'avoir une vision à long terme. Et je ne vous parle même pas de l'adaptation au réchauffement climatique, où là, non seulement il y a urgence, mais en plus de ça, il faut voir à 20, 30, 40, 50, voire 100 ans. Il y a des études qui existent, on peut le faire. Mais pour ça, il faut avoir envie. Et je vous invite vraiment à regarder ce qui s'est passé en commission, les débats qu'il y a eu, les échanges qu'il y a pu y avoir, et vous vous rendrez compte d'une chose, sans prétention aucune, nous sommes les seuls à avoir une vision à long terme. Nous sommes les seuls à avoir compris l'urgence climatique. Nous sommes les seuls à avoir compris aussi que l'on parlait d'un système et non pas tout découper morceau par morceau et voir ça du bout de sa lorgnette. Non, non, c'est tout un ensemble. On a par exemple les écorégions que l'on va travailler avec la question évidemment des mobilités. Bref, cette vue d'ensemble, elle est nécessaire, elle est vitale et plus que jamais, nous sommes les seuls aujourd'hui à défendre cette vision-là. Nous sommes les seuls aujourd'hui à porter un programme de rupture, un programme porté sur l'avenir, un programme qui changera la vie des gens, sur la question du ferroviaire évidemment, mais sur tous les sujets. Parce que oui, tout est système, tout fonctionne ensemble, il ne faut pas voir les choses au cas par cas, au contraire, il faut avoir une vision d'ensemble, une vision à long terme. Alors plus que jamais, en 2027, on va de Jean-Luc Mélenchon.